Salut à tous, vous le voyez qui c'est? Non, c'est de l'autre côté. Thibaut Prospect qui est là avec moi, très fier, très content de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui. Salut Thibaut, donc déjà, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous et tout d'abord merci Fab, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube qui est en plein développement. Donc je suis super content d'être là et de mettre en lumière la MLS. Donc Thibaut, 28 ans, fan des États-Unis, fan de soccer, fan de MLS et voilà, je suis le championnat sur mon compte Twitter. Ça fait de nombreuses années maintenant, enfin presque 10 ans, j'ai honte de le dire parce que bon, j'ai bientôt 28 ans donc 10 ans? depuis Ah ouais, mes 10 ans. Ouais, depuis mes 18 ans et un voyage d'étudiant aux États-Unis pour faire quelques mois dans un lycée américain. Et mon premier match de MLS, depuis, voilà, j'ai pris le virus. Heureusement, c'est pas le corona et il me suit depuis ces années-là. Donc voilà, les sports US m'ont toujours passionné, toutes les petites règles financières, les contrats et voilà, fan de foot aussi globalement, fan de foot européen, fan du Nîmes Olympique parce que je suis originaire du sud de la France. Et maintenant, un nouveau virus m'a atteint depuis plus d'un an, c'est le virus de Sorare. Donc Sorare plus MLS, ça prend beaucoup de temps, mais franchement, c'est un réel plaisir de partager ça avec toute la communauté. Elle est tellement bienveillante et merci à toi, Fab, de la faire vivre et de mettre encore plus en lumière cette communauté sur ta chaîne. Ah bah, on est tous dans le même bateau, hein, j'ai envie de te dire. Si, il y a une question qui m'est venue, c'était quoi le premier match de MLS que tu as vu? Tu m'as dit que tu Alors, j'étais dans la banlieue de Washington, D.C., à Reston, donc en Virginie, et c'était un match de DC United. Donc, depuis, je suis un fan, je sais pas comment le dire, mais plutôt triste de voir l'équipe depuis de nombreuses années en grande difficulté. Mais voilà, on espère peut-être que Wayne Rooney va faire des miracles. Mais l'effectif pour 2023 s'annonce quand même assez mauvais. Donc voilà, on va essayer de résister encore une année de plus pour voir si l'effectif va s'améliorer. On va prier pour un miracle. Il y en a des fois en MLS et dans le foot. enfin, sur le petit on a un petit jeu plus tard là, mais j'avais une question justement sur DC United parce que dans ton podcast, justement, je fais un petit mot sur ton podcast justement, super transition. Tu as commencé à sortir une série de podcasts sur Spotify. Tu as juste, au-dessus de toi, tu as le petit symbole. Le premier c'était sur la coupe du monde des États-Unis, je l'ai écouté 3 fois même. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait? On en reviendra plus longuement à la fin, on avait dit. Du coup, mais est-ce que tu peux nous toucher de 2 petits mots? Il y en a un qui est sorti du coup hier, parce qu'on tourne la vidéo vendredi, mais on est mardi aujourd'hui. Il y en a un qui est sorti lundi, hier du coup. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Ouais, c'est un épisode qui est vraiment focus sur les transferts parce que bon, on n'a pas de MLS, c'est difficile de tenir, mais on est à fond dans les transferts en ce moment, avec beaucoup de moves, d'équipes qui se renforcent, beaucoup de transferts entre les équipes MLS, aussi des moves avec l'Europe parce que le marché est ouvert. Donc voilà, il faut analyser tout ça pour préparer ces équipes. On sait que là, le mois de janvier, c'est un mois charnière pour préparer ces équipes américaines. Les prix vont augmenter jusqu'au 25 février, date fatidique de l'ouverture de la MLS. Donc voilà, moi je conseille toujours en décembre et en janvier de bien préparer ces équipes américaines et de bien suivre les transferts. Il y en a beaucoup. On sait, et toi Fab, tu l'as aussi vécu, que les équipes en MLS entre chaque saison varient beaucoup de niveau. Donc il faut vraiment suivre ça avec attention. Donc voilà, je vais vous proposer quelques analyses sur les nombreux transferts qu'il y a eu et sur les impacts qu'il peut y avoir sur les équipes, notamment essayer de trouver, et c'est toujours difficile, les 11 partants dans chaque équipe pour, euh, Ouais, pour le début de la c'est MLS. très chaud, ouais. C'est très chaud, mais ouais, OK, d'accord. Bon, mais du coup, là, enfin, je veux faire la transition, mais pour aller voir ton roster, pour nous partager un petit peu ta stratégie, tes objectifs. Mais je trouvais intéressant ta réflexion sur le fait que et c'est ça que j'aime bien aussi à MLS, c'est que d'une année à l'autre, moi, toi, ça fait 10 ans que tu suis ça, mais du coup, c'est par rapport aux règles qu'ils ont imposées, c'est ça dans la MLS? On va parler vite fait après, mais pour les règles qu'ils ont imposées, par rapport au budget, par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous en toucher un mot vite fait? Parce que c'est compliqué pour un mec qui est pas dans la MLS de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, bah, il y a un premier principe qui est fondamental pour comprendre ça, c'est que les meilleures équipes d'une saison, souvent les contrats MLS sont assez courts, donc les équipes les meilleures se font dépouiller parce que les joueurs ont eu des gros coups de projecteur, donc demandent des énormes contrats. Et vu qu'il y a un salary cap et
des postes de designated player, donc 3 par équipe, qui ont des gros contrats. Et ça, c'est Et c'est pris en charge une partie par la MLS, leur salaire, c'est bien ça? c'est ça, en fait, ça ne rentre pas dans le salary cap. Donc tu OK, peux d'accord. signer, c'est plus d'1 million C'est vrai d'euros qu'il y a Gareth sur, Bale et ouais. sur 1 an. Et donc en fait, ces joueurs souvent en fin de contrat, cherchent des contrats de designated player. Je pense, récemment, il y a eu Albert Rousnak qui a fait une super saison à Salt Lake City. Salt Lake City était allé en play-off, était allé jusqu'en, demi-finale de play-off, et Rousnak, bah, il est allé chercher un contrat de DP, derrière, à Seattle. Seattle. Donc là, en fait, les meilleures équipes, malheureusement, souvent perdent leurs meilleurs joueurs parce qu'ils ont eu des coups de projecteur, donc ils vont chercher des meilleurs contrats ou en MLS ou en Europe. Donc et souvent, ça rééquilibre aussi l'équipe. Après, il y a un système de draft. Donc les moins bonnes équipes sélectionnent en premier à la draft, donc ont les meilleurs jeunes pour les années futures. Donc là ces 2 dernières années, on a eu des nouvelles équipes, donc Charlotte, Saint-Louis et Oui. Austin avant. Donc, eux ont eu le premier tour de la draft, donc ont eu le meilleur jeune sur le marché. Et ça, je crois que tu en avais parlé, il me semble que tu en avais parlé, de la draft de Saint-Louis avec John Bell et tout, c'est ça? Alors oui, en fait, là, c'est une autre draft parce qu'il y a 2 drafts. Il y a C'est une trop draft sur compliqué la MLS. il y a Ah, une je il y a rigole. une il y a une draft sur les joueurs universitaires, donc sur les meilleurs jeunes. Et D'accord. pour les nouvelles franchises, il y a une expansion draft. Donc en fait, les nouvelles franchises peuvent choisir 5 joueurs dans les autres équipes MLS pour faire leur équipe pour l'année d'après. Donc OK, les équipes d'accord. MLS ont le droit de protéger certains joueurs, et après Saint-Louis a choisi donc 5 joueurs dans les autres équipes MLS, dont John Bell à New England. Ouais, parfait. Franchement, là, tu as été enfin, super synthétique, je trouve. C'est parfait parce que c'est vrai que quand on commence, moi, je mis un peu de temps à comprendre un petit peu tout le système. Il y a même quelques petits trucs, quelques précisions que tu fais que tu vois, que je connaissais pas et même quand on parlait un petit peu en off, tu m'as appris déjà en pas longtemps énormément de choses et du coup, alors, je vais afficher ta galerie à l'écran. Bon, comme tu me disais tout à l'heure, tu la connais bien et c'est donc full, super rare. Donc là, tu as aussi de la MLB, du baseball, mais on va parler surtout du foot aujourd'hui. Et tu as donc que des super rares. Alors là, je montre tes gardiens, je vais aller dans ton roster price directement pour voir au niveau de la valeur. Donc tu as le magnifique Acosta, tu as Vrioni que tu m'as dit que tu as pris il y a pas très longtemps. Ouais, à Noël, c'est ma dernière recrue et sûrement ma dernière hors trade pour l'année prochaine. Brioni, un joueur intéressant, hein, un joueur qui est designated player à New England. New England qui a fait une saison extraordinaire en 2021. Et voilà, tu donnes un exemple très bon parce que New England, qui avait fait une saison extraordinaire avec Carla Gill MVP en 2021, n'est pas allé en playoff en 2022. Donc Ouais. voilà, on voit ces variations énormes entre chaque saison, alors que New England n'avait pas perdu beaucoup de joueurs. Mais il a suffi qu'ils perdent le très bon Tajon Buchanan en Belgique, l'ailier canadien qu'on a vu à la Coupe Bruges, du ouais. Monde récemment, qui est parti à Bruges, et pour déstabiliser un peu toute cette équipe. Et un deuxième, quand même, Matt Turner. Et ils ont fait quasiment tous les mois d'été sans gardien à New England. Matt Turner qui est parti à Arsenal. Ouais, ouais et qui a fait la coupe du monde du coup avec les USA. Ouais, titulaire en plus. Et j'ai une question un peu qui fâche, tu vois? Je l'avais gardée pour plus tard, mais on est sur ton roster et je vois que tu as Maxime Crépeau. Oui, Alors une question un peu, pas piquante, tu vois? Mais un truc un peu qui fâche. Qu'est-ce que tu penses du geste de Maxime Crépeau en finale de la MLS? bah, c'est excellent. Enfin, c'est 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 excellent. tout, c'est tout ce qu'on veut d'un joueur de foot pour son club. Il s'est Voilà, sacrifié le mec, hein. franchement, faire ce geste-là, il faut quand même se rappeler de l'action. Hein. C'est pas une erreur de Maxime Crépeau. Hein. C'est bien Jesus Murillo qui fait une passe en retrait qui est totalement loupée. C'est un but Ouais. cadeau pour l'attaquant jamaïcain Cory Burke. Et franchement, lui vient couper totalement cette occasion. Il donne son corps à la science et voilà, il se casse la jambe. Et derrière, il la gagne. Et Il se derrière, fracture le tibia, heureusement et et, McCarthy, que tu as et- aussi dans ton roster, est l'homme c'est ce du que match j'allais du dire. coup. Et derrière, McCarthy, homme du match, et au penalty, McCarthy a été injouable. Donc Exceptionnel, ouais. voilà, enfin, euh, franchement, cette finale, elle appartient à Maxime Crépeau. Toute l'histoire est pour lui. Elle appartient au gardien, ouais, du coup, c'est vrai que McCarthy, il a pris le relais, mais il est pas à montrer dans les écoles le tacle qu'il fait. Bah, il se fracture le tibia, c'est ça? Il a une fracture du tibia, je Ouais, crois. c'est ça, c'est ça. Putain, il est allé, quoi. Et il Mais bon, blesse OK, Cory voilà, Burke c'était en la plus. la petite question à la con, que j'avais pensé à te poser, tu vois? Vu Ouais. que
en espérant qu'il revienne à 100%. Voilà, on sait qu'on l'a vu faire du vélo, être sur ses deux jambes, c'est déjà des bons signes, Ah mais déjà? sûrement qu'il ne sera pas là pour le début de saison. Donc voilà, on avait dit peut-être fin mars, on verra. Avec ce type Ah de oui, quand blessure, même, quoi. faut toujours être prudent. Mais c'est un gardien, donc c'est toujours un petit peu plus simple. Je vois que tu as aussi le futur du Canada, Dane Sinclair, quoi. Ouais, je l'espère. Enfin, pour moi, c'était plutôt Maxime Crépeau qui devait prendre le relais, on va dire, de Borjan, parce que Crépeau est un gardien assez jeune, hein, 29 ans. Oui, Pour remarque, je un, suis bête, il était titulaire avant, Crépeau. pour un gardien, c'est assez jeune. Mais Sinclair, qui était attendu depuis de nombreuses années, qui a été titulaire, puis Tyler Miller est redevenu titulaire, et là, finalement, bon, Dwayne Sinclair semble s'imposer à Minnesota, voire même avoir de l'intérêt en Europe. Donc, on va voir une nouvelle saison pour lui en tant que titulaire indiscutable. Tyler Miller est parti à DC United, donc voilà. Un gardien vraiment sur sa ligne hyper fort. Quelques petites erreurs de concentration, mais Dwayne Sinclair, je pense qu'il a un bel avenir et je suis content de l'avoir acheté quand il était encore que remplaçant. Ah ouais, bien joué. Ah oui, j'avais pas vu, tiens. Tiens, je vais aller voir, je montrerai aussi à l'écran. Tu l'avais payé combien? C'est comme Acosta qu'on a vu, tu l'as payé 0,550. Ouais, C'est un braquage, monsieur. je l'ai payé 0,35 Dwayne Ah Sinclair. ouais, Donc oh là là. ouais, c'est vrai que c'est. Il y a même pas de vente, tu vois? 0,5 le dernier en auction il y a 2 mois et encore, c'est pas cher en auction, hein. Et Après, du coup, allez et je fais Minnesota la n'est pas une très transition. bonne, n'est pas une très bonne défense malheureusement. C'est, tac, attends, je reviens parce que du coup, je l'ai perdu. Hop, fais voir son petit SO5, je regarde juste son petit SO5 vite fait parce qu'il avait super bien démarré, il me semble, quand il avait commencé à Titu. C'est ça, Et c'est une il avait belle fait un histoire en centre. plus parce que le premier match, il fait 100, il arrête un penalty et en fait, il est titulaire parce que Tyler Miller a une gastro. Et juste pour cette gastro, il reprendra plus sa place de la saison, le pauvre Tyler Miller. Donc voilà. Nickel, il nous la fallait cette anecdote là, elle est Ouais, je elle est savais pas pas mal ça. celle-là. Putain, c'est fou, quoi. Et du coup, donc la transition pour savoir quels sont tes objectifs pour 2023 du coup? Tu vois, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui pour donner les miens, donc j'attends les tiens avec impatience. Quels sont tes objectifs? Depuis que je suis en SR, tout le monde m'a dit, mais des milliers de fois, tous mes amis, il faut arrêter, c'est n'importe quoi, c'est nul, c'est la division qui ne rapporte rien. Ah ben Et là, ils avaient raison. Jusqu'à avant, jusqu'à la changement des paliers. jusqu'au 30 janvier et peut-être les paliers. Donc voilà, j'espère pouvoir faire les paliers le plus possible et que les SR remontent un petit peu. Tu J'avais sûr? fait le choix d'avoir des gardiens SR alors qu'on pouvait avoir des gardiens rares et ils ont enlevé cette règle-là, ce qui me permet aussi d'avoir un petit peu plus de valeur sur mes gardiens titulaires vu que j'en ai trois. Clairement. Ah, Donc c'est vrai que tu avais fait un pari, enfin risqué oui, mais là du coup tes gardiens parce que tu en as 4, enfin tu as McCarthy, tu as Crépeau j'ai vu. et j'ai JT Martinkowski de San José. Aussi oui, bon Saint-José, c'est compliqué, mais Et ça c'est un fait bon quand même gardien. c'est un bon gardien, ouais, mais c'est l'équipe, au niveau de l'équipe, ils ont enfin tu vas me dire, j'ai pas trop suivi les fins de saison, mais il me semblait que c'était pas fou, non, Saint-José? Non, c'est une équipe qui est pas folle. Après, c'est une équipe qui est pas folle depuis des années parce que c'est une équipe qui a pas beaucoup d'argent, qui a Après du c'est qui a du mal à signer des United Players. C'est pour dire, c'est une équipe avec un tout petit budget. ah ouais. Donc voilà, qui se bat avec ses armes, mais qui a plutôt un recrutement assez intelligent. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire avec un nouveau coach cette année. Bon, ça a pris moins de buts que DC United quand même, hein? C'est C'est difficile de faire pire, on va dire. c'est clair. Et bon, et du coup, alors si tu avais un objectif un peu, entre guillemets «ultime», par rapport au tu une grosse perf ou quelque chose, ça serait parce que tu vas jouer l'America aussi du coup? Ouais, je vais jouer l'America et la All-Star. Ben, gagner ma première T1. Parce que comme tu dis, je suis un peu un vieux, mais j'ai jamais gagné une T1 dans ma vie. Ah ben moi non Donc plus. voilà, j'espère gagner ma première T1 en 2023. Et pourquoi pas, franchement, les paliers, j'ai un vrai objectif parce que j'ai toujours voulu jouer Ah, avec beaucoup de profondeur, alors que tout le monde dit toujours il faut avoir les gottes. Donc là, j'espère que ça va me permettre de faire les bons choix et d'ajuster ma team en caped à chaque fois avec le bon match-up, vu que j'ai pas mal de choix dans ma galerie. Donc voilà, beaucoup plus de scouting, quelques trades. Et j'ai presque l'impression qu'on va jouer à un nouveau jeu à partir du 30 janvier. clairement, c'est vachement plus équilibré, ouais, et Donc c'est je beaucoup suis assez plus de excité par rapport à ça, je te on l'avoue, Fab. on est pareil, ouais, sur ça. Après c'est vrai que Sora a toujours dit, Nicolas Julia et cetera,
qui voulait favoriser à mort le scouting et le côté collection aussi. Bon, moi, j'aime bien le côté collection, mais surtout le scouting. Toi, c'est pareil, enfin, on le voit avec ta galerie de toute façon et la profondeur de ton banc et je pense que ouais, tu as vraiment moyen de te régaler, quoi. Tu as que des MLS, hein? Je tourne vite fait dessus. Tu as Ouais, pas un seul brésilien, argentin, hein? non, j'ai que de la MLS et en plus, je suis un peu comme toi. C'est mon péché mignon. J'aime bien les cartes 1 sur 10 et les cartes 2020 qui sont les cartes de la première saison de la MLS. Donc, dès que j'ai un joueur, j'essaie de l'échanger pour avoir la carte 2020. Voilà. Ah, tu aimes Que je bien trouve. les moi, un peu Ouais, des 2. Enfin, c'est vrai qu'elles sont vraiment pas belles, je trouve, les vieilles cartes. non, elles sont dégueulasses, mais elles sont vintage. Mais ouais, ouais, il y a une rareté derrière qui fait que c'est les premières, quoi. Donc, il y a ce côté collectionneur aussi. Ouais, je te comprends totalement. Et du coup, on va passer alors c'est un sujet, alors je t'avais demandé, est-ce qu'on pourrait se faire un sujet, un débat sur quelque chose? Et tu as choisi un sujet qui enfin, direct, ça m'a plu. C'est le développement de la MLS et son avenir par rapport aux jeunes de qualité qui viennent soit d'Europe ou même la filière Amérique du Sud aussi. Tu me disais, je reprends tes mots. Donc du coup, je t'écoute religieusement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça? Et puis si après moi j'ai des questions en cours de route, je t'en poserai. Mais voilà, c'est un sujet qui te tient à cœur et qui est important, même en plus pour la MLS. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure et tu avais des trucs super intéressants à dire. Donc voilà, je t'écoute religieusement. Non, mais je sais que j'en parle souvent, c'est peut-être mon arlésienne à moi, mais cette Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est une espèce de boussole qui guide depuis qu'il y a eu cette désignation vers l'amélioration de la Ligue américaine pour de la formation et pour permettre à cette équipe américaine et cette équipe canadienne d'aller le plus loin possible en 2026. Donc voilà, des moyens ont été mis sur la formation et on voit de plus en plus de jeunes Américains. Et il y en a eu un très très bon qui est sorti récemment. Il est canadien, c'est Alphonso Davis. C'est peut-être voilà, qui était formé au Whitecaps à Vancouver. Pas une bonne franchise, mais voilà, peut-être un des meilleurs arrière Bayern. ailier qui joue au Bayern. Je pense aussi, voilà, dans une moindre mesure, mais moi je l'aime beaucoup, Tyler Adams, qui a été formé au Red Bulls à New York et voilà, qui est parti maintenant à Leeds United. Donc voilà, de plus en plus de joueurs qui vont vers l'Europe. Je pense qu'à Ricardo Pepi, qu'on a vu en MLS en 2021, qui a été très très À bon, Augsbourg. Il qui est à est Augsbourg, maintenant à lui? Augsbourg et qui a été Ou prêté Piqué, là? à Groningen et qui est pas mal à Ah non, Groningen. oui, exact. Et ça marche bien là-bas pour lui. Et ça marche bien. Donc voilà, de plus en plus de jeunes. Voilà, j'espère que ça va continuer. Il y a quelques jolis profils normalement qui arrivent. Donc voilà, premier aspect, c'est la formation. Et je trouve ça important sur Sora de se dire qu'aujourd'hui, je peux acheter des cartes de joueurs à potentiel en MLS avec de l'avenir d'abord dans la ligue, avec des bonnes notes dans la ligue, puis avec un départ en Europe pour jouer dans les meilleurs championnats et peut-être les retrouver en challenger, en champion. Donc voilà, moi sur Sora, j'aime bien ce côté-là de me dire, bah, j'ai une ligue, je sais qu'il y a du potentiel. Je sais que le Japon a ce potentiel-là aussi sur des jeunes qui partent au Celtic, etc. Et Ah la ouais, MLS aujourd'hui a ce ou potentiel. Belgique, ouais. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment intéressant quand on veut s'intéresser à cette ligue-là. Le deuxième point que moi j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui les clubs MLS, c'est de notoriété, c'est des clubs qui ont de l'argent, c'est des clubs qui investissent dans le scouting et qui vont chercher des joueurs à potentiel en Argentine, au Mexique et au Brésil. Donc c'est un peu voilà les trois ligues qui les intéressent. Il y a aussi un petit peu la Colombie, ça fonctionne plutôt pas mal, et le Ah ouais, Venezuela. tu vois, j'ai pas fait gaffe, la Colombie. Pas mal de Colombiens ouais, en MLS, c'est une grosse colonie de J'ai Colombiens. l'impression, moi, de faire que voir passer des moves entre Amérique du Sud et MLS aussi. Et c'est là, en ce moment. Ouais, c'est un peu ça. Et beaucoup de jeunes. Franchement, Mmh. tu regarderas les âges et je demande à tout le monde de regarder les derniers moves. Beaucoup de jeunes. Récemment, il y en a eu deux très intéressants. Thiago Almada, qui Ouais. était pisté en Europe. Voilà, c'est vraiment un joueur qui aurait pu atterrir dans un top club européen. Il a fait le choix et c'était des offres quasiment équivalentes entre la MLS et l'Europe. Il a préféré aller à Atlanta, être 100% titulaire, se Mmh. montrer dans une ligue. La MLS, franchement, il y a des clubs européens qui scoutent en MLS, hein, il y en a de plus en plus. Je pense pour nous Français à Lens, qui a récupéré Adam Buxa récemment Frankowski. à New England, et Frankowski, titulaire et très très bon en Ligue 1, Ouais. qui était au Chicago Fire. Donc il y a des scouts qui sont en MLS. Et donc en Almada, il se dit je préfère faire une, voire 2 saisons, ce sera sûrement deux, en MLS pour monter dans un très bon club européen
et être prêt à jouer en Europe. C'est une espèce de palier entre les deux. Et le deuxième que j'avais cité, c'est Facundo Torres, Ah, qui était en Uruguay. Super ailier, franchement, ouais, ouais, il super est ailier. fantastique. Il a tout, très beau potentiel, et je le vois lui aussi, peut-être pas cet hiver, ce sera peut-être cet été, voire l'hiver d'après, mais avec un très bel avenir en Europe. Et on voit vraiment cette finesse de scouting. Il y en a d'autres, hein. Il y a Brenner à Cincinnati. Première saison difficile, deuxième saison en révélation, mais un joueur à Cartonné. potentiel. Il y a Thales Magno, il y a Thiago Andrade pour parler de New York New York City. City. Donc franchement, ce pont entre Amérique du Sud et MLS, puis Europe, il se fait de plus en plus. Et je trouve que c'est une bonne stratégie, à la fois pour faire de la plus-value pour les équipes MLS, Bah et à la ouais. fois pour avoir de très bons joueurs pendant 2-3 saisons, et des joueurs qui sont acclimatés à un jeu un petit peu différent de l'Amérique du Sud, et qui ont toujours la MLS dans la tête et qui pourraient revenir après avoir fait une belle, saison, une belle carrière en Europe à MLS à 31-32 ans. Ouais, parce que c'est ce que tu me disais. Tu me disais, avant c'était Amérique du Sud, Europe et maintenant il y a le tremplin entre les 2 quoi et du coup et Ouais, des fois ils y restent au final. et des fois ils restent et des fois ils repartent et ils pourront aussi revenir à un moment. Et le troisième point, c'est vrai que la MLS, pour nous Français et Européens globalement, elle a beaucoup existé à travers des grandes stars. Bon, il y en a eu deux récemment, je pense à Beckham et à Zlatan, qui étaient dans le même club, pas au même moment, au Galaxy de Los Angeles, et qui ont mis la lumière sur la MLS. Voilà, quand ils ont été transférés sur quelques matchs, sur quelques buts extraordinaires, notamment de Zlatan avec le Galaxy. Mais derrière, personne ne s'intéressait à cette ligue, et c'était un petit peu comme Ronaldo en ce moment en Arabie Saoudite, où voilà, Ronaldo est transféré en Arabie Saoudite, tu prends ton téléphone, tu regardes un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite, mais ton intérêt est plutôt moindre pour cette Ouais, ligue. voilà, c'est one shot limite, comme tu Voilà, dis. Avec Zlatan, Beckham, c'était c'est pareil. c'est one shot. Alors que maintenant, il y a une nouvelle volonté, et je pense que Insigne en est, euh, en est un exemple, c'est trouver des joueurs qui sont encore dans la fleur de l'âge. C'est-à-dire Ouais. qui ont cette volonté d'arriver en MLS pas totalement cramé, d'arriver à 30 ans, à 28 ans, à 29 ans, pour voilà, finir en MLS, mais finir pas pour chercher un contrat, finir parce que la vie aux États-Unis c'est bien, parce que j'ai des enfants et je veux qu'ils aillent dans une école américaine. Parce qu'aujourd'hui, en MLS, les salaires sont compétitifs. Donc oui, seulement 3 salaires par franchise. Peut-être que ce sera 4. On en parle dans les années Ah sûrement, suivantes, sûrement s'ils peut-être veulent, 5. Je pense qu'il y a une volonté d'expansion. Il y aura une 30e et normalement dernière franchise qui arrivera l'année prochaine. Donc la ligue sera full, 30 équipes, ce qui je est savais pas vraiment ça. très 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 bien. Ce sera normalement Las Vegas. Et, euh, et, Nickel. et, et voilà, franchement, c'est la MLS aujourd'hui, les équipes qui arrivent en plus ont de l'argent. On a vu Austin, première saison difficile, et maintenant ça explose. Ils sont allés prendre Driussi au Zénith. Là aussi, on voit un joueur qui est parti en Europe, intéressant, qui n'est pas forcément réussi au Zénith, qui vient à MLS et qui est performant. Et voilà, moi, le point que j'ai envie de dire aux gens qui s'intéressent à la MLS, c'est que c'est un championnat d'avenir en fait. Ah mais on le voit, mais c'est vrai que le dernier point que tu dis là, c'est peut-être le plus important, limite que les gros joueurs qui sont déjà bien connus, heu, y aillent dans la fleur de l'âge et pas à 38-39 ans comme avant où avant tu en avais jamais qui allaient à 34-35 ans là, comme Insigne, tu as cité l'exemple qui est vraiment vachement parlant et on va en voir de plus en plus. Tu avais Carlos Vela aussi, mais c'était un peu moins clinquant, tu vois? On va dire, mais Ouais, après Carlos c'était, Vela, c'est aussi le côté mexicain. Parce que c'est qu'à voilà, Los voilà. Angeles, il y a une grosse communauté mexicaine. Donc, t'as les deux stars, t'as Chicharito et Carlos Vela qui sont un peu les têtes d'affiche de ce sport-là. Parce que c'est vrai que, bon, euh, on connaît un petit peu ce qui se passe dans la société américaine depuis de nombreuses années. Donc, de plus en plus de latinos. Et les latinos sont fans de foot, fans de soccer. Et on a vu dans les statistiques, et je t'en parlais juste avant, c'est que le soccer, c'est le sport depuis 5 ans qui progresse le plus aux États-Unis. Donc, les C'est fou Américains ça quand même, hein? deviennent fous de foot et pas de football américain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se forment, il y a de plus en plus de jeunes qui regardent du foot. Et en plus, on sait que le baseball, c'est un peu le sport des vieux et le sport des riches aux États-Unis.
Vraiment le foot, c'est le sport des jeunes, c'est le sport à la mode et j'espère qu'il va le rester aux États-Unis. Avec la coupe du monde en plus pour, venir dynamiser tout ça et bien sûr que ça serait bien pour continuer, tout ça, que l'équipe américaine et l'équipe canadienne continuent à bien performer et fassent une belle perf à la coupe du monde. Ah, c'est là, tu as l'impression que tous les voyants, ils sont au vert jusqu'à la coupe du monde, tu sais? Tout est en train de tu vois? De monter et c'est vrai que ça sent bon et si je voulais juste faire un petit dernier point, c'est un peu plus minime, mais par rapport à la visibilité que Sora a apporté plus ou moins en France sur la MLS. On en a parlé, on s'en est touché 2 mots hors caméra, mais du coup, toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que ça a un impact au niveau Sora, au niveau de la France par rapport à la visibilité de la MLS ou même niveau mondial? Même si je pense qu'au niveau mondial, c'est moindre un peu quand même. Ben, pour moi, il y a pas que la France. Pour moi, c'est globalement en Europe. Je pense que la MLS était un championnat, qui était considéré comme mineur, voire, beaucoup de personnes pensaient que le niveau était vraiment très, très faible et Mmh, que c'était une maison de retraite et grâce à Sora, certaines personnes, ont commencé à regarder 1, 2 matchs, à s'intéresser, à prendre un joueur et bah, ils ont été un petit peu surpris, du rythme des totalement. matchs, de l'intérêt du championnat, de voir qu'il y a finalement des bons joueurs à scouter, qu'il y a des joueurs qui partent en Europe après. Donc franchement l'exposition, grâce à Sora, il a été énorme. Ça a aussi permis à beaucoup de gens et je pense à 2 comptes, Culture Soccer et MLS en français, qui travaillent sur la MLS depuis des années avant que le championnat prenne, toute sa lumière grâce à Sorare en France, de mettre en valeur leur travail qui est extraordinaire pour la communauté. Et il y a de plus en plus de passionnés de MLS et j'en suis super, super content. Et franchement, je veux pas être présomptueux, Fab, tu vas me permettre ce mot-là, mais je pense qu'il y a 80%, voire plus, de gens qui ont commencé la MLS avec Sorare et qui trouvent ce championnat vraiment intéressant. Donc Ah mais c'est voilà. sûr, j'en suis sûr, même plus. Si les ceux qui vraiment mettent la tête dedans, après je pense que la plupart mettent vraiment la tête dedans, je pense qu'on est tombé fan. Après moi, je vais peut-être me faire bâcher un peu, mais quand j'ai regardé la MLS, dans une moindre mesure bien sûr, ça me fait un peu penser à la Première Ligue. Les mecs, ils sont tout le temps en attaque, en défense, en attaque, en défense. C'est ça, c'est vrai que les matchs sont très rythmés, c'est beaucoup moins tactique. C'est vrai que Ah quand ouais, tu passes c'est de la Ligue 2, voilà, c'est des matchs beaucoup au milieu de terrain, très tactiques, et on cetera, se fait chier à clairement, faut le dire, hein. c'est un foot différent, c'est un foot différent à C'est la ouais, MLS où, voilà quoi, c'est le faire c'est 0-0, l'émotion, c'est faire un 0-0, c'est la honte. Même si tu prends un point, c'est la honte parce que les supporters, les mecs dans le stade, ils veulent des buts, ils veulent des remontées, c'est un voilà, foot spectacle, c'est clairement. On l'a vu avec la finale, hein, la finale, c'est une pub fantastique, la pour finale cette le année, football. enfin, franchement, elle est quasiment du niveau de la finale du Coupe du Monde qu'on a vécu, quoi. C'était C'est, un scénario magnifique pour la MLS et franchement, c'est un super symbole, comme tu dis. nickel, bon, mais parfait. Franchement, merci pour toutes ces infos. Moi, après, en étant un super amateur de MLS, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les personnes auront bien écouté parce que c'est quand même super important ce que tu viens de dire parce que ce soit sur Sora, même au niveau mondial, la MLS, c'est en train de tout cartonner. Je crois qu'on est d'accord sur ça, on en a un peu parlé aussi à côté. Donc, merci pour toutes ces précisions en tout cas.